Je suis très content d'être là parce qu'on a tous des passions super complémentaires entre l'électronique, la synthèse vocale, le Minitel, le piratage, le déplombage, comme on dit, les petits canichenins, l'alcool, la pop, voilà, enfin tout va bien. Donc ça c'est super sympa, je suis très content d'être là, je serai là la semaine prochaine. Je serai là l'année prochaine. Voilà, je serai là l'année prochaine aussi avec grand plaisir, c'est vraiment super. Alors je suis encore plus content parce que ce que je vais vous montrer là, c'est le fait que j'ai eu l'idée à chaque fois, pendant les années où j'ai fait du piratage, j'ai eu l'idée à chaque fois que quelqu'un... D'abord, est-ce que ma copine est dans la salle quand même, peut-être? Non, oui, elle est là, super. Donc c'est très bien, ok. Ouais, parce que je vais montrer plein de photos marrantes, donc c'est bien. Et donc j'ai eu l'idée au tout début du piratage de... Alors, il faut savoir que quand on pirate des logiciels, au début tu es tout seul dans ta chambre, puis tu apprends à pirater un truc, et puis ensuite il y a des gens qui se mettent à te ramener des logiciels, qui te contactent, ils disent « Ah, j'ai plein de logiciels », ils apprennent que tu peux les pirater, ils t'en ramènent, donc tu restes enfermé dans ta chambre. C'est ce syndrome de rester enfermé dans sa chambre. Et donc il y a plein de gens qui venaient, j'avais la chance que plein de gens venaient me voir, et d'autres pirates aussi, et à chaque fois que je croisais quelqu'un, j'ai eu l'idée de leur demander de signer un livre d'or. Donc le livre d'or est là, il est là, et si le fil est assez long, voilà, il est là. Donc l'idée c'est que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent le signer 30 ans après, 25 ans après, je ne sais même pas compter. Et donc j'ai rassemblé plein de photos, plein de choses, et c'est la première fois que j'arrive à montrer ce livre d'or à quelqu'un d'autre que les gens qui l'ont signé. Et je viens de mettre sur des slides ici, et sur un Dropbox et sur un Google Drive, toutes les photos. Donc il y a, je sais pas, 150 ou 200 photos. Je les ai mises donc, dans un dossier Google Drive, je vais le partager avec Guigui, avec tout le monde, donc vous aurez le lien pour avoir accès à toutes les photos. Je l'ai mis sur un Dropbox, je le partage aussi avec plaisir. Et je voulais juste vous raconter l'histoire en vous commentant certaines de ces photos qui sont ici. Pour expliquer un petit peu, l'idée c'est d'expliquer un petit peu l'ambiance de l'époque. Donc ici sur la photo, vous reconnaissez peut-être le mec en jaune, c'est moi, mais avec le sac Apple à côté, c'est Olivier qui était là tout à l'heure, Olivier d'ACS, Olivier Baillimètre. Juste derrière, vous avez Olivier Google. Donc voilà, déjà, on se réunissait, la grande messe annuelle d'Apple permettait à ce qu'on se réunisse tous et qu'on se retrouve entre des plombeurs, entre pirates. Et voilà, et donc les années ont passé, mais et ma mémoire s'est effacée sur plein de noms et plein de pseudos, mais dans ce livre d'or, j'ai l'ensemble des pseudos. J'ai même retrouvé deux petits carnets d'adresses où il y avait tous les téléphones, les noms, les adresses de tous les pirates de l'époque avec qui j'étais rentré en contact. Donc j'ai tout ça, c'est numérisé aussi, on pourra, si vous voulez, faire un peu de recherche pour... Si on fait ça collaborativement, ça ira assez vite, de les retrouver sur Internet, de les inviter sur Facebook, de les inviter l'année prochaine, parce que quand même, zut, Apple II Festival 2018 et 2019, c'est The Place to Be, donc tout va bien. Donc voilà un peu l'ambiance de l'époque, où on se prenait très au sérieux, il y a des moustachus, enfin voilà, c'était sympa, c'était, voilà... alors là, voilà, ça c'était la photo, je ne sais pas pourquoi on avait l'air tous vachement sérieux. Voilà, donc on reconnaît, voilà, je vais vous mettre pile au milieu de l'écran, vous avez Mr Z, juste à côté de lui, habillé en noir ou en bleu, je sais pas, enfin en noir, le sac Apple, je crois que c'est Chip Select, de l'autre côté de Mr Z, je sais que c'est mon frère, qui signait Christo. Donc voilà, donc on a tout ça, on s'amusait bien à la maison chez mes parents. Là, on ouvrait du champagne parce qu'on venait de pirater, je ne sais pas quel logiciel qui était compliqué. Il y a des programmes qu'on piratait en 5 minutes et il y a des programmes qu'on piratait en 3 semaines, en 1 mois. C'était compliqué. Et puis, il fallait pas seulement les pirater en 3 semaines ou en 1 mois, enfin, le temps qu'il fallait, mais il fallait les pirater avant que les autres les piratent. C'était le truc, c'était être le premier à mettre son nom sur un truc. Il y avait ce côté mégalomaniaque incroyable. Mais c'était un moteur comme un autre, donc c'est assez sympa. Donc là, on venait de pirater je ne sais quoi et on ouvrait du champagne. Donc voilà, on s'installait dans le salon, etc. Voilà, donc ce livre d'or que j'ai photographié sur une nappe Vichy tout à l'heure, ce livre d'or, il y a plein de choses, on va aller fouiller un petit peu dedans. Alors, premier point, c'est que on me pose souvent la question, est-ce que vous étiez recherché ou pas? Alors, je ne fais pas de la parano, je n'avais pas peur de rien, on n'avait pas l'impression d'être recherché.
parce que l'informatique c'était nouveau. On piratait pas AT&T avec une Blue Box, hein, voilà, donc j'avais pas l'impression d'être en insécurité. Et puis il n'y avait pas, c'était difficile de nous trouver éventuellement. Mais quand même, il y avait une association d'éditeurs, l'Agence pour la protection des programmes, l'APP, qui s'était créée et qui faisait son boulot de lobbying. Ouais, vas-y, Yannick. Parle plus fort peut-être. Je me souviens avoir, quand j'étais au lycée à l'époque, avoir un camarade de classe qui œuvrait effectivement dans le milieu un peu dark, machin chouette, et dont le copain avait reçu la liste des flics. Ah, et il a dit en gros, le temps que ma mère les retienne un peu à la porte, toutes les boîtes de flics sont passées par les fenêtres. Alors moi j'ai pas eu la chance de recevoir la liste des flics, ça m'aurait fait un super souvenir. Comme quoi la crainte pouvait être légitime. Ouais. Mais on a reçu, bon, enfin en tout cas ce qu'on savait c'est qu'il y avait l'Agence pour la protection des programmes, une association d'éditeurs dont Microsoft et plein d'autres. Je ne sais pas s'il y avait Apple dedans d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. Hein? Le BSA. BSA. Ah non, c'était après. Il y avait l'APP à l'époque, en 1900. Alors là, on parle de 82 à peu près. Hein. À partir de 82. Il y a aussi un truc français. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'était un truc français, ouais, l'APP, Agence pour la protection des programmes, qui était un assemblage d'éditeurs qui essayait de faire régner une certaine sur les programmes qu'ils voulaient. Nous on nous disait, enfin les gens d'Apple, le bruit qui fuitait, c'était ça nous aide à vendre des machines, c'est bien, allez-y. Hein, parce que c'était pas Apple voulait gagner de l'argent en vendant des machines. Les logiciels, c'était des partenaires d'Apple qui s'appellent des éditeurs de logiciels. C'est pas, bien. Donc voilà, voler les éditeurs de logiciels, ça nous fera vendre des machines. Enfin, ils ne nous le disaient pas, mais on ne se sentait pas complètement menacé par ça. Mais quand même, ils avaient une obligation. Donc voilà, donc il y a des photos marrantes dans le livre d'or. Par exemple, là, je prends une photo, ça devait être une photo ratée, hein, avec ma main et une paire de lunettes. Et on avait mis dans le livre d'or l'avant-bras, la montre, la serviette et les lunettes, Godfather 87, une belle photo pour Dutil, qui était le président de l'Agence pour la protection des programmes. Daniel Dutil, c'est ça? Daniel Dutil. J'ai dit quoi tout à l'heure, Alain? Non. Donc voilà, c'était un peu la mégalomanie de l'époque. Ouais, on vit caché, je suis le parrain, machin, mon pseudo, c'était Godfather, c'était assez marrant de faire ça. Mais on a reçu ce genre de messages. Alors, il n'y avait pas beaucoup de moyens de se connecter et de recevoir des messages, il n'y avait pas Internet, mais il y avait RTL. Hein. Et donc, on a reçu ce genre de message. Vous violez la loi. Alors là, c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Luke Heed, qui était un des pirates dans la chaîne, hein, dans les copains, qui a reçu ça à propos du logiciel Black Chest. Vous violez la loi du 3785 relative à la protection des logiciels, donc ça c'était en 88. Donc on piratait depuis 82, 83, 84, enfin ces années-là. Donc il a fallu 4-5 ans pour qu'ils s'organisent et qu'il y ait un message qui arrive à une personne. Mais voilà, vous violez ça. Vous violez la loi sur la protection des logiciels originaux si vous ne mettez pas fin à vos échanges de logiciels pirates et à toutes vos activités de déplombage. Donc c'est marrant parce qu'ils connaissaient les termes, le jargon, les déplombages. Sous les 8 jours, vous en mordrez les doigts très rapidement, APP, Agence pour la protection des programmes. Et la vérité, si je mens, c'est que on n'est pas sûr que ce soit vraiment l'APP. C'est sûrement un gag, ouais. C'est sûrement un gag, ouais. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie de cette nébuleuse de trucs où on se demande si c'est vrai ou pas, et ça fait partie de cette ambiance-là à l'époque. Tout à l'heure, vous avez vu certaines des personnes que j'admire le plus dans ce domaine-là, qui sont ACS. Donc voilà, à l'époque, on avait ce genre de choses, voilà, et où on parlait de un pèlerinage chez notre parrain à nous tous pour nous transmettre les secrets les plus cachés du Moby Disque 2. Voilà, et les ruses de déplombeurs. Enfin bon, bref, on se refilait des trucs et astuces, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. Mais il y avait toujours cette emphase, ce côté, ouah, c'est génial, t'es trop bon, machin, mais bon. Bref, voilà, le jour où tout s'arrêta. Hop, suivant, allô la Terre. Voilà, où on a encore du ACS ici, Apple Chemical Software, et où on voit le goût du SPK pour le goût d'Olivier pour les fontes, hein, où dans le livre de dédicace, il mettait toujours plein de fontes un petit peu marrant. Voilà, Apple Chemical Software. Donc ensuite, ce qui est fabuleux, c'est que les déplombeurs, c'était vraiment un petit réseau fermé, mais les gens qui avaient compris comment pirater des programmes, c'était toutes les couches sociales et tous les âges. C'était pas que des enfants qui à l'école qui ont dit, comme moi, et comme beaucoup d'entre vous que j'ai entendu ces 2 derniers jours,
qui ont dit merci papa, maman de m'avoir acheté un ordinateur Apple. C'était plein de gens. Et donc, entre autres, il y avait quelqu'un qu'on admirait énormément. Alors, l'admiration entre des plombeurs, ça venait du fait que quelqu'un avait réussi à faire un truc que nous n'avions pas réussi à faire. Juste ça à la base. Et donc, numéro 6 arrivait... autant nous, moi, assez d'autres, on était des staccanovistes du piratage. Mais numéro 6, lui, son truc, c'était de dire moi, je ne m'intéresse qu'aux protections extrêmement complexes qui vont faire bouillonner mon cerveau pendant des mois. Et voilà. Donc, il arrivait à déplomber tout ce qu'on n'arrivait pas, enfin plein de choses qu'on n'arrivait pas à déplomber. Et donc, ça donnait des échanges assez marrants quand on lit ce qu'il écrit. Et voilà le type de dédicace qui, moi, me faisait fantasmer un peu parce que j'avais 16 ans. Et il m'écrit, alors vous le lisez mal ici, mais je vais vous le lire. D'abord, il s'appelait numéro 6, il commence son truc par « Bonjour chez vous ». Quelles sont les émotions, les souhaits qui nous gouvernent ou qui sous-tendent nos actions? Les grands personnages classiques, Tristan Don Quichotte, Païkan, les héros modernes, le prisonnier, Gilbert Gosseigne, les autres ou les demi-dieux, Athos, l'ingénieur Cyrus Smith, tous poursuivent une quête au travers d'un idéal de beauté, de la conquête des techniques ou de la recherche d'une identité. Dans le microcosme de l'informatique ou des soi-disant pirates, les motivations sont loin d'être aussi éternelles, recherche d'une gloriole éphémère, compétition absurde aux enjeux rituels, ridicules, collecte aveugle et sans but d'objets inutiles. Ainsi, d'aucuns en arrivent à croire que posséder l'informatique est s'identifier à un monde nouveau. Quelle passion! Alors que la carte n'est pas le pays, le mot n'est pas la chose elle-même. Je crois que beaucoup partagent avec nous mon rêve d'une informatique non aristotélicienne qui ferait éclater le carcan de ceci, cela. Enfin, c'était beau. J'avais 17 ans, c'était beau à dire. Qui fait éclater le carcan que notre esprit s'impose depuis plusieurs millénaires et que l'informatique moderne, ne semble que renforcer malheureuse perversion d'un univers rempli de merveilleuses promesses. Au nom de tous, merci à vous, les Trunks, les Wozniak, Sinclair, les Lotus, Brandon, Becham et les autres. Merci d'avoir ouvert de nouvelles frontières et élargi l'univers de notre conscience réflexive. Bonjour au dernier des pirates, from the village. Voilà. Donc, recevoir ce genre de choses, c'était assez sympa. On avait tous l'impression que sa femme nous draguait quand on allait la voir. Enfin, c'était assez... Gilles Dacarette qui était extraordinaire. Faut savoir que numéro 6, donc c'est pas sa photo, ça c'est Chip Select, mais numéro 6, donc son pseudo venait du film Le Prisonnier, on avait tous un pseudo. Numéro 6 travaillait pour le gouvernement et le ministère de la Défense. Quand on allait devant chez lui, il y avait toujours une voiture stationnée à côté et il était surveillé en permanence. Enfin, il était surveillé par son propre employeur pour ne pas faire de bêtises ou je ne sais quoi. Pas toujours est-il que c'était assez... protégé. Oui, il était protégé sûrement. Enfin bon, bref. Donc ça nous amenait dans un monde un petit peu avec ces rencontres, ces rencontres humaines qui sont formidables. Ça nous amenait dans un monde de James Bond. C'était très sympa. Donc voilà, donc numéro 6. Vous connaissez peut-être certains pirates comme... donc voilà la tête qu'on avait évidemment à l'époque. Hein. On avait tous un peu la même tête, mais... voilà, donc mon frère et moi. Et puis, je suis à droite, mon frère au milieu, et à gauche, tout à gauche, Chip Select. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous... vous avez, évidemment, vous avez vu des comme Chip Select. Alors, ce qu'il faut savoir, on me demande souvent, est-ce que tu as rencontré Aldo Risset, Clean Crack Band, enfin voilà, les tout premiers pirates qui ont commencé avec l'Apple II en 80. Hein. Et la réalité, c'est que j'ai jamais rencontré Aldo Risset. J'ai rencontré Aldo Risset parce qu'il est venu chez moi et je savais pas que c'était lui. Hein, voilà, je crois qu'il est venu chez moi et voilà, il voulait pas dire que c'était lui, il voulait observer sans être observé. Enfin bon bref. Et Laurent Weil, oui. Oh, je suis rentré plein d'inconnus. Et c'était une maison ouverte. Enfin, je faisais rentrer tout le monde, mais par recommandation uniquement. Hein, c'était le réseau du réseau, donc tu faisais confiance aux gens que tu amenais d'autres personnes. C'était je vais te faire rencontrer un tel. T'as connu des gars du Sol extrêmement? Non, en fait, c'est assez marrant, mais il y a vraiment des strates de concurrentielles. On leur piquait leur place.
ou c'était pas forcément la même époque, voilà, ou on leur piquait leur place ou pas, je sais pas, enfin en tout cas, non. Et puis vraiment en 81, ils étaient les seuls, quoi. Ah oui, ils étaient les seuls. Ils signaient tout, donc bravo. J'aurais voulu parler avec eux et apprendre des trucs, et voilà. Mais Chip Select, oui, peut-être. Oui, parce qu'il y avait Aldo Rosette, Laurent Ruel. Et Chip Select, voilà. Et Eric Hiercu aussi. Eric il n'est pas resté longtemps. Ah, d'accord. C'était Tony Ennemi aussi. Peut-être. Ah ouais. Voilà. Alors, ce que j'adorerais, alors j'ai mis ce matin, donc j'ai pris 200 photos de toutes ces photos, notamment tous les gens qui venaient à l'Apple Expo, donc il y a vraiment normalement tout le monde. J'ai mis ça sur Facebook, sur le groupe de l'événement Apple de Festival. Ce que j'adorerais, je vais vous montrer mon nom sur Facebook, enfin voilà, Jean-Philippe Cunier. Ce que j'adorerais, c'est qu'on se mette autant qu'on peut, si vous connaissez une personne, un nom, c'est qu'on se mette collectivement à identifier ces gens. Alors, quand on identifie sur Facebook, ça ne rend pas public leur nom. Ça leur envoie une notification disant Paul a voulu vous identifier de votre vrai nom sur cette photo qu'a mis Jean-Philippe. Acceptez-vous d'être identifié. Donc il n'y a aucun problème pour la vie privée à faire ça, mais ce serait très intéressant avec notre connaissance collective qu'on se mette à identifier les pirates pour les retrouver, parce que si on arrive à les identifier, les retrouver avec leur nom d'aujourd'hui, leur Facebook d'aujourd'hui, on les fait venir à l'Apple de Festival l'année prochaine. Ça peut être sympa de faire. Et toutes ces photos devraient aider à faire ça. Bah, si on peut faire ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc Chip Select qui venait là, voilà. Et puis ça m'a permis d'aller voyager un peu. Je me suis retrouvé, par exemple, en Angleterre, au métro Gloucester Road, à être invité par un pirate informatique français qui habitait en Angleterre, alors il piratait pas beaucoup, mais bon, il me demandait plein de disquettes piratées, mais lui était un pirate d'un autre genre, il piratait les cassettes VHS. Donc en fait, il travaillait dans un vidéoclub. C'est ce que je disais quand je dis ça faisait des rencontres intéressantes. Il travaillait dans un vidéoclub. Il avait tous les James Bond, entre autres, je me rappelle, il y a un James Bond qui est sorti quand j'étais là-bas dans ces années-là. Et il avait tous les films au moment où il sortait en vidéoclub, mais même un peu avant en fait. Et il y a même eu certains films qui n'étaient pas finis de monter. Enfin, il y avait des choses assez intéressantes qu'il arrivait à avoir par son propre réseau à lui de piratage de films. Et donc on avait lui donné des logiciels Apple et lui il me donnait plein de VHS avec des films, c'était marrant. Il m'avait invité, j'avais pas un rond en poche, il m'avait invité, il me dit viens, dors là dans l'hôtel où je travaille, machin, enfin bon, à côté d'où je travaille. Et j'ai dormi, et je me rappelle, j'étais avec ma copine à l'époque, et j'ai pas réussi à dormir bien la nuit parce que je savais pas si je devrais payer la chambre d'hôtel le lendemain. Et j'avais pas sur moi de quoi. Enfin voilà, c'était assez. Mais bon, c'est des rencontres intéressantes entre pirates, donc ça m'a ouvert un petit peu à tout ça. Il y a eu la photo est floue, mais il y a eu aussi il y a les moments radio où pas mal d'émissions de radio disaient venez parler du piratage. C'était un vrai sujet à l'époque. C'était nouveau ce terme de déplombage et de piratage. Donc on me disait venez parler de piratage. Donc j'avais invité Mr Z et puis The Contact, qui était le monsieur qui était à gauche, là, qui accompagnait toujours Mr Z. Qui est à droite assis, en blanc. J'avais tout va bien, le chien a eu peur. Et donc on était allé à RFM parler un peu de piratage. On était allé à RFM la radio couleur. Et donc à chaque fois dans le bouquin j'ai les noms de tout le monde. Et il y avait, c'est une émission animée par Daniel Dutil de l'APP. Donc il y avait et on était. Alors le truc, c'est à chaque fois que Daniel Dutil, c'est que on était l'un au téléphone et l'autre en studio. Il fallait pas qu'on se rende compte. Je sais pas à quoi il ressemble, ce Daniel Dutil. Pourquoi tu l'invites pas, Daniel, ici? Ah mais moi je l'invite avec plaisir. J'ai voulu le contacter il y a 15 jours pour le voir, pour savoir. Et je l'ai cherché sur LinkedIn et je l'ai pas trouvé. Je me suis dit LinkedIn, pourquoi pas, réseau social professionnel B2B. Collectivement, si on trouve Daniel Dutil, on l'invite, on fait un débat aujourd'hui, c'est super drôle. De confronter les deux visions de l'époque, c'est super amusant. Donc, donc ça c'était RFM. Ensuite il y a eu une émission à Radio France en mai 87. C'est là que je commençais à m'intéresser aux filles, enfin un peu plus sérieusement. Et j'ai pu faire l'émission 2 heures en direct sur à Rennes, où il y avait encore Daniel Dutil dans le programme.
Et je suis sorti pendant quelques semaines avec l'animatrice de l'émission, donc tout va bien, ça va, c'est bien. Donc ça permettait de faire des rencontres. Ça permettait de faire des rencontres. Sophie Causeret, qui après m'a connu, est devenue nonne. Alors, voilà. C'est rassurant. Ensuite, c'est pas enregistré. Donc, ensuite, tout va bien. Ensuite, l'autre truc marrant, c'est il y avait vraiment un écosystème qui s'organise de piratage, un écosystème Apple qui s'organisait. Il y avait des programmeurs, il y avait des graphistes, il y avait des pirates, il y avait des acheteurs de logiciels, des gens qui achetaient des logiciels en disant j'ai ce logiciel mais je sais pas où j'ai l'original, je peux pas en faire de copie à mes copains. Et puis il y avait des rabatteurs de logiciels, c'est-à-dire qu'en tant que pirate, il y avait des gens comme le monsieur qui m'écrit là, je sais plus son nom, qui me dit venu à 22h chez le maître avec 80 originaux, j'en ai laissé 80. Puis dans une semaine il y en aura d'autres, c'est fou non. Donc là c'était quelqu'un qui sa fonction, la place qu'il avait trouvée dans l'écosystème, on cherchait tous un moyen d'obtenir des logiciels piratés. La place qu'il avait trouvée, c'était de dire je connais Godfather, je vais essayer de trouver tout un réseau de plein de gens qui achètent des logiciels et puis les amener à Godfather pour qu'ils puissent les pirater. Donc pour vous montrer l'ampleur du truc, on amenait 80 logiciels originaux à la fois à pirater. Et voilà. Et là, je m'y mettais, quoi. Non, mais voilà, c'est assez amusant. Alors, on m'a posé la question aujourd'hui, pendant ces 2 jours aussi, on m'a posé la question comment on pirate un logiciel, alors, en fait, je crois que j'ai cherché tout à l'heure, j'ai réfléchi sur le truc. En fait, c'est un peu comme si on fait une analogie, mais j'en trouverai des meilleures. Mais si on fait une analogie, c'est un peu comme trouver une fuite d'air dans une chambre à vélo, dans une roue, chambre à air. Une fuite d'air dans une chambre à air. C'est-à-dire qu'on démarre l'ordinateur, on met la disquette, ça démarre, et alors on avait tous certains pirates avaient fait reprogrammer leurs EPROM de leur Apple, et on pouvait interrompre le logiciel quand on voulait, donc on accédait à la mémoire, ou alors on prenait un logiciel, le premier truc qu'on faisait souvent c'est on prenait un logiciel, on voulait savoir s'il était lisible ou pas, la disquette était copiable ou pas, donc on prenait un logiciel de copie, Locksmith ou un autre, on faisait une copie, et vu qu'il n'est pas copiable. Alors on utilisait d'autres logiciels de copie plus complexes pour voir si ça passait ou pas. Ah non, il n'est même pas copiable avec tel ou tel logiciel. Donc c'est compliqué et on verra ce qui se passe. C'est peut-être un formatage spécial ou un autre. Et donc on suivait un fil pour trouver ça. Ou alors, et puis quand c'était copiable, on faisait une copie, on cherchait le secteur de boot et on lisait le code et on voyait où ça nous menait, etc. Donc c'est un peu comme dire, moi j'ai vu mon père chercher des fuites d'air dans les chambres à air. Il la met dans l'eau et il prend et il fait tourner pour chercher où il y a la fuite. Nous on suivait un fil d'Ariane, voilà, c'est plus l'analogie du fil d'Ariane. On cherchait à partir du secteur de boot un fil d'Ariane pour trouver des trucs. Donc en fait, dès qu'on nous donnait 80 originaux, on savait, juste après avoir vu si c'était copiable ou pas et avoir un peu analysé le secteur de boot, on savait si on allait, si la solution, si le trésor était proche, si ça allait être rapide à pirater, ou si ça allait être un truc d'une usine à gaz. Donc, mais on devait dérouler ce fil derrière. Donc on nous amenait les logiciels 80 par 80, c'était assez marrant. Voilà, ici vous avez Mister Z avec Tsuno. Alors Tsuno, rafraîchissez-moi la mémoire, il était connu aussi, il faisait partie du Tsuno, non, ça vous dit rien? Tsuno aussi, il était aussi des années 80, non, au tout début, non? Il était SCV, non? Il n'était pas sur le cochonou? Non? Ouais, je sais plus. Bon. Voilà. Voilà, donc voilà, des photos assez marrantes. Comme ça. Je vous ai parlé l'année dernière en Skype du défi que m'avait lancé. Donc, qui était là l'année dernière? Tout le monde. Plus de la moitié. Voilà, enfin, bon, bref, Mister Z qui est à droite, en bas à droite, j'adore cette photo où il est endormi. C'est assez paradoxal parce qu'il y avait vraiment de la mégalomanie et il y avait vraiment pas de la méchanceté, mais enfin, il y avait de la rivalité en tout cas. Et donc Mister Z, on ne s'aimait pas follement, mais on se lançait des défis. Enfin, c'était pas méchant, on n'allait pas se taper dessus, mais il m'insultait clairement, je l'insultais aussi clairement, c'était chouette quoi. C'est super. Et donc, mais par contre, Mister Z est maintenant le directeur d'une clinique, il est chirurgien cardiaque, etc. Et s'il m'arrivait devant vous d'avoir un malaise cardiaque,
j'adorerais, si c'est possible, que ce soit Dominique qui m'opère. Donc c'est assez marrant cet antagonisme entre on s'engueulait, mais et on ne s'est pas vraiment reparlé de manière joyeuse depuis, mais voilà. Donc il m'avait envoyé, juste pour l'anecdote, il m'avait envoyé un logiciel, une image du jeu vidéo Karateka, qui était toute enneigée un peu comme Canal+, et en me disant jamais tu n'arriveras. Donc je mettais la disquette et j'avais une image qui changeait en permanence, avec une sorte de neige par-dessus, une image prise au hasard dans le jeu Karateka. Et le défi qu'il m'avait lancé, il l'avait même mis dans sa lettre que j'ai pas conservée, il m'avait mis dans sa lettre cachet de la poste faisant foi, on va chronométrer le nombre de mois qu'il te faut pour me renvoyer cette image extraite au hasard du jeu Karateka en état parfait, quoi, arriveras-tu à la reconstituer, mais pour ça il va falloir que tu comprennes le défi était de la reconstituer. Et je commence à dérouler mon fil d'Ariane de toutes les protections qu'il avait mis sur cette disquette, et il y avait mis toute sa connaissance. C'était un excellent mathématicien, enfin en tout cas il était très bon programmeur, et il avait mis des trucs de crypto super pour l'époque. C'est très compliqué, et je me dis ça va me prendre des mois juste pour un défi de Mister Z, mais il faut que je m'y mette. Et en fait ça m'a pris 24 heures à peine, enfin ça m'a pris quelques heures à peine, puisque c'était tellement compliqué à faire que je me suis dit, je ne vais pas le faire en suivant le fil d'Ariane. J'avais cet EPROM sur cet EPROM sur mon PC, sur mon Apple, qui permettait d'interrompre n'importe quel jeu de manière intacte. La mémoire ça ne rebootait pas et ça ne redémarrait pas, j'avais une mémoire intacte. Donc j'ai interrompu ce jeu 70 fois, j'ai récupéré 70 copies d'écran, j'ai fait un petit programme qui comparait chaque pixel et qui prenait celui qui apparaissait le plus souvent, qui était un pixel et qui n'était pas un pixel blanc. Et donc ça m'a recomposé l'image, je lui ai renvoyé le lendemain par la poste, cachet de la poste faisant foi, c'est ce qu'il m'avait demandé. Et ce qui est génial, c'est que j'ai jamais eu de réponse de sa part. Alors, soit le truc qui est jamais arrivé en Suisse, et quand on l'invitera ici, il dira que j'avais reçu. Mais je pense qu'il l'a reçu le lendemain ou l'après-lendemain, cachet de la poste faisant foi. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Non, pardon, il est venu en 87 quand même. J'avais oublié ça. Il est venu en 87 quand même pour dire visite rapide pour régler un pari qui soit bien à des faveurs. Donc voilà, beau joueur, amicalement quand même. 23 juillet 87, donc tout va bien. Voilà, donc les Apple Expo à nouveau, on avait plein de visites et plein de signatures. Voilà, avec hop. Là on s'était fait arrêter, c'était je sais plus qui, Tsuno, je sais plus, qui s'était fait arrêter à l'Apple Expo parce qu'il avait des logiciels, des disquettes sur lui quand il était rentré, donc la sécurité lui avait posé des problèmes. Voilà, enfin voilà un petit peu l'affaire de l'époque. Le Cochonou Crack Band. Hein, est-ce que ça vous dit quelque chose de par exemple le Cochonou Crack Band? Oui. Mais vous n'aviez jamais eu la photo des membres du Cochonou Crack Band? Voilà. La photo des membres du Cochonou Crack Band. Hein. Donc on avait tous des têtes extraordinaires. Hein. Voilà, le Crack Band vient de chez nous. Alors, à propos du Cochonou Crack Band, on cherche la disquette de copie qu'ils ont faite et qui n'est pas trouvable. Donc, si quelqu'un l'a, je suis preneur. J'ai mes petits annuaires là, de téléphone. On pourra regarder leur nom et leur prénom. C'est un ancien membre du Cochonou Crack Band qui m'a demandé. D'accord. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, c'était surtout des hommes qui pirataient. Donc ils ne sont pas mariés en changeant de nom, etc. Enfin, c'est plus facile de les retrouver par la suite. Et donc j'ai les noms de pas mal d'entre eux. Voilà, donc je m'appelle Jean-Philippe Cugnier, donc voilà, SPK qui est venu tout à l'heure, qui me fait une super dédicace, diantre comme vous avez le Cugnier, voilà. C'est sympa. Donc c'était voilà un petit peu. Ça c'est. Alors voilà, ça c'est. Pardon. Ça nous les coupe une fois, c'est qui ça qui était venu? C'est Chip Select, je crois, hein. C'est Chip Select qui était là. Voilà. Voilà, alors je recevais des gentils messages. Je sais que tu veux ma peau, mais elle est trop chère pour toi, petit con.
voilà, tu es en train de te faire du fric sur le dos des membres du Black Chest pour t'acheter un GS. J'ai tes coordonnées, la perquisition est peut-être pour bientôt, je t'aurai, toi et tes amis tomberont tous, si tu bouges je tire, et tu crèveras, bonjour les emmerdes, avec violence et crève, JCB et P39, je ne sais pas si vous savez qui c'est, moi je sais. Vous savez qui c'est? Vous leur donnerez le bonjour, je serais ravi qu'ils me téléphonent pour me le dire en face. J'ai vu une vidéo TED extraordinaire, c'est un mec qui est homosexuel, et il publie pas mal de vidéos sur YouTube depuis des années, et il se fait insulter par plein de gens, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Et il a pris une initiative, c'est de téléphoner au mec qui l'insultait. Et là, les gens se calment vachement. Donc, voilà. Mais voilà, donc l'ambiance de l'époque allait sur des choses comme ça. Donc voilà, si JCB veut me téléphoner, on se fait le bouffe l'année prochaine ici. Voilà, donc là, voilà, c'était Lot, pardon, c'était Lot, Lucky, Lot. Voilà, là on m'avait écrit un poème en rime. Attention qu'il n'est pas nul, chaque jour on s'inocule pour somme ridicule, nombreux cracks qui pullulent. Enfin bon, voilà. Donc c'était joyeux. Tout ça est dans le bouquin que vous avez là. Captain Crack, voilà. Alors puis il y avait cette mégalomanie, voilà, c'était juste, c'était une mégalomanie, c'était des trucs marrants. Là par exemple, c'était les toilettes du centre commercial où j'allais. Et il y avait, et donc l'allée où on allait aux toilettes, il y avait aussi c'était les bureaux du manager du centre commercial. Donc manager, services généraux. J'avais trouvé marrant de mettre des lunettes de soleil et de faire une photo où il y avait marqué manager en haut. Voilà, c'est gentil. Voilà. Voilà, donc ça c'était la fête au champagne. Ça c'était après le départ de quelques spécialistes d'Apple, c'était ma cuisine. Et c'était voilà voilà, donc c'était ça. Bon, vous avez tous connu ça, mais c'était ça. Et puis j'ai fait une école où j'ai appris un peu l'informatique et voilà, donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Parce que j'ai classé ça vraiment au dernier moment, tout à l'heure. Ça, c'est Denis d'ACS qui m'écrit, donc Denis qui n'était pas là, qui travaillait avec les deux Olivier. Vive de ACS, qu'ils crèvent tous. Alors, qu'ils crèvent tous, c'était aussi un cri du cœur, apparemment. On était fous. The ACS leads again, joie dans les chaumières, why me? ACS is the best cracking club in Dijon. Vive Godfather, chercher l'intrus sans S. Ça, tout va bien. ACF vaincra. Voilà, on s'envoie des cartes postales aussi. Mister Z, qui m'écrit, tiens, j'ai pas lu ça. Tuno est loin d'être le seul pirate. Ah oui, ça c'était marrant. Voilà, donc j'écrivais les disquettes déplombage mode d'emploi, où il y avait un mélange d'anecdotes et puis de vraies astuces de piratage. Et là, c'est Mister Z qui m'écrit sur RTL en disant amusant ton speech d'intro de déplombage 8, mais un peu à côté de la plaque sur pas mal de points. Et là, il se met à me dire chaque point où j'avais... il me corrigeait en fait. Voilà. Donc voilà, les pirates sur Amiga existent bel et bien, ils sont même bien plus nombreux et souvent plus balèzes que les déplombeurs à pleu. Faites un saut à la copie partie suédoise ou allemande et tu verras que tous ces mecs ne connaissent même pas le GS, etc. etc. Enfin bon, voilà, donc j'essaye de vous montrer l'ambiance de l'époque. Voilà, si en 2 ans tu as appris plus ou moins bien à déplomber et tu t'es fait connaître partout, imagine où des mecs comme Aldo ont pu aller. Tous ces types se sont reconvertis. Alors voilà, donc en 88, il me dit Aldo s'est reconverti, il n'est plus sur le truc. Et je crois que le temps est venu de faire comme eux. La programmation sur un 32 bits est différente, a-tu réellement touché l'assembleur 68 000 sur ST? J'en doute. Bientôt, il n'y aura plus que ça tourne bien ces engins. Alors qui vivra verra. PS arrête de dédicacer des trucs à JF, il s'en fout de toi. Enfin bon, voilà, c'était l'ambiance joyeuse de l'époque. Voilà un petit peu les trucs. Voilà. Ouais, c'était des guerres. Ouais, des messages d'ACS que j'ai pas lus, mais qui étaient là, donc il faudrait que je lise. Voilà, donc tout tournait. Alors il y avait aussi les Banana Expo. C'était juste des soirées organisées par Gilda Carrette, la femme de numéro 6, qu'on avait appelé les Banana Expo, je crois. J'ai un faible souvenir de ça, mais en tout cas, voilà, j'avais mon badge Godfather de la Banana Expo. Je sais pas. Mais Olivier d'ACS s'en rappelait, donc il est parti, il faudrait lui demander. Voilà, l'interview des deux Olivier à nouveau. Le petit Pins Apple. Bon, regardez les filles quand même, lesquelles sont les plus craquantes, c'est les hôtesses de l'Apple Expo.
Voilà, une photo quand on aime les pommes, voilà une photo d'une poire, enfin, des trucs idiots. Voilà. Et alors oui, j'aurais dû mettre cette photo en premier, c'est le garage de ACS. Voilà. Où on allait pirater, voilà. Et alors ensuite, moi j'ai travaillé dans d'autres domaines, j'ai travaillé avec Taïwan sur la conception, sur c'était la mode des pins, mon métier, je me suis mis à travailler dans les pins. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Taïwan, et à Taïwan, j'ai pris cette photo par exemple. Alors à Taïwan, les affiches de films sont peintes. Enfin, à l'époque, en 89 sûrement, 88, les affiches de films sont peintes. Donc là, c'était la partie 3, le volet 3 du film Le Parrain qui sortait. Et donc je m'étais pris en photo devant ces trucs. Donc c'est assez marrant parce que avec mon carnet d'adresses où il y a tous ces téléphones, j'ai retrouvé dans mon carnet d'adresses les téléphones de l'activité que j'avais avant de pirater. Parce que moi, j'étais pas sur Apple II, j'étais pas sur Apple II GS. Je suis vraiment venu que sur l'Apple IIc. Et je suis pas passé au 2GS. Donc, et je n'étais pas déjà là au moment de l'Apple II. Donc je suis vraiment venu que quelques temps. Mais avant, j'avais fait le journal de mon école et j'avais appelé des dessinateurs. Donc j'ai leur coordonné dans le même calepin. Et dans le calepin après, j'ai mes coordonnées professionnelles de mon truc de pins. Donc en fait, ce calepin, je retrace une partie de ma vie, mais il y a tout l'aspect piraté. Donc voilà, ça c'était The New Apple Mafia qui m'avait fait un diplôme d'apprenti des plombeurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les dates, quoi. C'est génial. Il y a toutes les dates. Donc voilà, tout ça et voilà. Puis j'avais des courriers qu'on m'envoyait, voilà, avec des beaux dessins. Hop. Plein de cartes postales que j'ai reçues, enfin voilà, tout ça est dans le bouquin, dans le calepin en question, et c'est assez intéressant à relire. Voilà un petit peu ce que j'ai pu retrouver et dénicher. Sympa. Enfin, en tout cas, super souvenir. Voilà. Donc tout est dans un Dropbox, et je regarde vite fait par acquis de conscience s'il y avait d'autres choses ou pas. Non, c'est tout. Voilà. Monsieur Duty est mort, et il est mort en 2009. Il y a un article dans Amiga Impact. Il est mort le 9 septembre 2009. Ils sont pas sympas parce qu'ils disent qu'il manquera à personne. Oh, c'est pas bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Non, il manquera à personne. Ouais, bien sûr. L'APP en fait est utilisée en France pour que les... Ça existe toujours, effectivement. Ça existe toujours. J'ai déposé des sources à l'APP. En tant que professionnel, en fait, ça permet de déposer ces sources, eux les gardent, et en cas de litige, ça permet de prouver que le soft existait de cette version-là avec ce source-là telle date en fait. Donc en fait c'est très pratique. C'est payant mais c'est très faible. Et c'était pas l'APP que je le faisais, c'était la SCAM, la Société Civile des Auteurs. Ils étaient à côté de la Villette. Ouais. Voilà, mais effectivement, ouais, ils existent toujours. Ouais. Et il y a un service professionnel où on reçoit une enveloppe cachetée, on met le DVD avec les sources, on ferme, on va garder une copie, il nous renvoie la version scellée, et en cas de problème dans les tribunaux, ça sert de preuve comme quoi à telle époque, le logiciel existait bien, cette version avec les sources. Voilà. Donc oui, l'APP c'est utile. Suno, c'était un membre d'un groupe à lui tout seul qui s'appelait Krolanko, il était défendeur sur Atari ST, et il avait détourné le fastboot maker de Chip Select pour faire des fastboots et publier ça dans un logiciel et gagner des thunes sur le dos de Chip Select. C'était un de tes copains, semble-t-il. Non, mais ma mémoire, c'est d'ailleurs, avant d'avoir... je ne sais plus qui présentait en parlant de l'ordinateur de poche, c'était Yannick. Tu as eu un ordinateur de poche, c'était pas Casio, c'était Canon. Voilà, moi j'ai eu la même aventure avec un ZX 702P Casio, FX 702P où j'ai programmé dessus, et j'ai 6-7 programmes sont parus dans le logiciel. On retrouve mon nom déjà dans le logiciel avant l'Apple sur FX 702P. Voilà. Donc voilà. Donc je suis très réseaux sociaux. Donc Jean-Philippe Cunier, on est sur Facebook ensemble, mais voilà, je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur LinkedIn, je suis pas à l'APP, je suis sur Twitter et sur Facebook évidemment, et c'est sur Facebook que j'ai publié toutes les photos tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et du coup, il y avait une volonté, parce qu'il y avait des gens du coup, qui travaillaient pour protéger les logiciels chez les éditeurs. Comment ça fonctionnait? En fait, les logiciels, enfin là, je parle vraiment sous le contrôle d'Antoine et de tout le monde. Les éditeurs de logiciels en France, c'était surtout des petites boîtes, si je me trompe.
C'est surtout des petites boîtes. Donc en fait, les mecs qui programmaient, enfin, je sais pas, au moment où tu as développé Zombie, Yannick ou autre chose, tu avais combien de logiciels piratés? C'est-à-dire que les mecs qui créaient les programmes, les auteurs de programmes, étaient les premiers à avoir tous les programmes des autres en version piratée à ce moment-là. Enfin. Ouais, alors, j'ai dit très tôt, ce qui s'est passé, c'est que comme Ubi n'assurait pas la duplication de ces logiciels, en fait, ils avaient déjà une visée industrielle assez importante très tôt, donc ils ont sous-traité la duplication à des sociétés spécialisées. Et je me souviens que les sociétés spécialisées en question fournissaient les éléments à placer dans les programmes pour faire Oui, il y a eu toute une période où les protections étaient très standardisées. Les entreprises dont je me rappelle, c'est le duplicateur qui disait voilà, nous on a trouvé l'application géniale, c'est de foutre des données dans le gap que tu pourras lire votre programme, parce que l'écran de sera capable de lire dans le gap, et par contre, sur un CPC, il ne sera pas capable de réécrire. D'accord. Et en revanche, toutes nos machines sont capables de les dupliquer. Donc tout le travail qu'on avait à faire, nous, programmeurs, c'était juste implémenter dans notre code la vérification. Voilà. Et c'est du coup une de mes activités supplémentaires, c'est aider le programmeur à retrouver cette données. La réponse, pour moi, c'est vraiment que les auteurs étaient des pirates. Oui, souvent, oui. Et l'économie vivait comme ça. C'était juste. On ne pouvait pas se payer ça, c'est pas possible. Quoi. Chaque truc valait 150 francs, le prix du marché à ce moment-là. Mais tu te payais tout le monde l'a dit, on se payait déjà 10 000 balles un Apple. On n'avait pas les moyens de payer le reste, donc on le piratait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait aussi quelque part une infiltration des gens qui étaient cotés à plomber les logiciels pour voir où en était l'état de l'art du déplombage pour faire toujours mieux traîner ces gens-là sur RTL pour savoir un peu ce qui... Est-ce que quoi, pardon? Est-ce qu'ils traînaient les gens qui faisaient du non, mais la France est un village... C'était aux États-Unis, ouais, voilà. Aux États-Unis, ils sont occupés d'inventer des protections et autres. En France... C'était gentil, ouais. Non, puis voilà, on nous foutait aussi la paix à cause de ça. Voilà. Moi, j'étais aux États-Unis, je travaillais un an aux États-Unis, j'ai étudié un an aux États-Unis, à San Francisco, au moment du... je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, mais en 90, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et à l'époque, on achetait des Magic Numbers dans la rue, c'est de la drogue ou des Magic Numbers. Les Magic Numbers, c'était des numéros de carte de crédit volés, qui avaient été observés au-dessus de l'œil de quelqu'un qui la tapait. Et on achetait ça à des vendeurs de drogue qui vendaient des drogues ou Magic Numbers. Et on avait téléphoné à nos parents avec ça depuis les États-Unis. Et il m'est arrivé à San Francisco d'avoir une voiture de pompier avec le mec avec des casques qui écoutait, qui se plaçait juste à côté de la cabine téléphonique pour écouter. Enfin, tu avais l'impression que ça donnait, bien que ça ait le look d'une voiture de pompier, les mecs étaient là pour espionner des communications qu'on faisait dans la cabine qui était à 1,2 m sur le trottoir. Voilà, et tu te disais, et je me rappelle avoir accroché, avoir couru comme un dingue pour pas qu'on m'attrape. Donc, aux États-Unis, tu avais peur sur des petits délits, sur des petits piratages. La boîte bleue de Bosniak et qui Draper. Oui, eux ils couraient des risques. Kevin Mitnick était en prison, il y a eu plein de trucs. Mais en France, on était en retard là-dessus, donc on était un peu tranquille au début de la période. Enfin, on se sentait pas. La première loi, la loi du 3 juillet 85 qu'on a vu tout à l'heure, c'est la première loi qui a effectivement encadré la reproduction et la diffusion des logiciels. Et jusque-là, jusqu'en 85, il n'y avait pas de protection. Il restait encore des prémices d'une loi qui datait du début des années 80, qui autorisait une copie de sauvegarde. Et donc cette autorisation-là avait été étendue à peu près à tout, donc tout le monde, on savait qu'on pouvait faire une copie de sauvegarde. Et après 85, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas cette autorisation de copie de sauvegarde. Jusqu'en 85, il y avait un flou sur la copie de sauvegarde. Donc on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi que Aldo Risset, Laurent Rueil et le CCB ont pu prospérer sans craindre quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Parce qu'il n'y avait pas de loi, jusque dans les années 85. Il y a même eu un article dans l'événement du jeudi en 84 où Laurent Rueil et ses acolytes avaient été invités. Il y a un article sur une triple page dans l'événement du jeudi de l'époque. Et voilà, c'était on est tranquille, c'est la joyeuse des plombes, quoi. Voilà, on craignait. C'est intéressant de savoir pourquoi ils ont arrêté.
Parce que, est-ce qu'ils ont arrêté parce qu'il y a eu une loi et qu'ils se sont dit on est seul en France et maintenant on court un danger, il y a une loi. Ça semble correspondre effectivement parce qu'ils ont été actifs à partir de 81 jusqu'à 84-85. La loi arrive voilà, et là je sais pas après. Parce qu'on a vraiment eu l'impression, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient disparu. Ouais. Tu vois, qu'ils avaient vraiment laissé la place. Ils sont peut-être lassés aussi. Bon, ils sont toujours en vie. Hein. Ils sont toujours en vie, ouais. Ouais, non, tu as le. Les noms. Ah, les noms, d'accord. Mais oui, peut-être ils sont lassés, c'est possible. Mais quoique, il y avait vraiment des protections nouvelles qui arrivaient qui étaient intéressantes. Mais bon, c'est possible qu'ils soient. Ah, voilà. Donc. Alors combien as-tu gagné d'argent avec la vente de tes cours de déplombage? Je pense. Alors, je les ai vendus. Je les vendais 100 francs. Ouais, c'est ça. Il y en a eu 28 ou 30, je ne sais plus combien. Oui. Tu vois, Ça dépend des cours. Du quoi? Ça dépend des cours. Tu as fait les cours de plombage, tu as fait les... Ah oui, il y a eu différents noms. Oui, il y a différentes... il y en a eu à peu près 28 ou 30. Le truc, c'est que je vendais beaucoup des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais beaucoup moins des autres parce que les gens avaient tendance à les acheter dans l'ordre. Ouais. Donc effectivement, c'est devenu une sorte de business où je recevais des enveloppes avec 100 balles, 100 francs, 150 francs, 200 francs, en disant je t'achète 3 cours, 4 cours, etc. Combien j'ai gagné à l'époque avec ça? Je sais pas, il me reste pas grand-chose. Non, encore une fois, j'ai un chiffre en tête, mais je ne sais pas du tout s'il est fantasmé ou pas. Tu vois. Et j'ai un chiffre en tête qui est de l'ordre de 40 000 francs. Donc ça reviendrait à en avoir vendu 400. D'accord. Donc ça reviendrait à en avoir vendu 400 copies à peu près. C'est quand même un joli pactole. Ah oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors en fait, le truc c'est que le cours, au début, je me suis dit, j'ai fait plein de trucs gratuits où j'ai expliqué plein de choses. Au départ, oui. Au départ, j'ai fait plein. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si on parlait d'un truc qui s'appelait, dès que je suis arrivé dans la série des disquettes qui s'appelait Déplombage mode d'emploi, ça n'avait aucun sens de faire un truc s'il n'y avait pas l'original avec. Ça n'avait aucun sens. Et donc, parce que si j'avais diffusé une disquette à tout le monde, qui soit... Enfin d'ailleurs, elles étaient copiables, cette disquette, je ne protégeais pas mes disquettes. Il y avait deux choses, il y avait la disquette des formations d'emploi, mais il y avait le logiciel piraté, il y avait le logiciel original, copié tel que l'original. C'est-à-dire que selon les disquettes, c'était juste une simple copie, selon les disquettes, c'était... replomber le logiciel un logiciel, ou faire une copie parfaite du logiciel. Donc il s'est avéré que je pouvais le faire, je savais les pirater et les replomber, ou les recopier correctement, et j'avais l'intégralité des originaux pour pouvoir le faire et faire des copies parfaites. Et donc c'était, par design, c'était contre le système de... Tout le monde aurait pu les pirater et les rediffuser, mais il fallait garder la protection. Donc par design, tu me le commandais, je te l'envoyais, mais par design, il ne se répandait pas. Il ne pouvait pas se répandre parce que, par principe, il fallait savoir le reprotéger. Donc quelqu'un qui ne sait pas déplomber un logiciel ne sait pas reprotéger ou faire une copie parfaite du logiciel. Donc voilà. Et comme ça prenait à chaque fois 15 minutes, 20 minutes de faire la copie parfaite et de faire ceci et d'envoyer par la poste, j'ai continué ce que le docteur Bernard avait initié, qui était de me payer. J'ai continué le fait de dire, écoute, ça me prend 20 minutes de vrais trucs à chaque fois, je le fais. Et la vérité, c'est que il y a eu 28 grands romans de comment on piratait ou tel truc. C'était assez textué, il y avait des longs textes avec tout ça. Mais je pense que si ça n'avait pas été rémunéré, je me serais arrêté essoufflé par la simple motivation naturelle, au bout de 12, 13 ou 14, de 8, 9 ou 10, tu vois, comme les autres séries que j'ai pu faire. Mais j'ai continué beaucoup parce que des gens qui m'avaient fait acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trucs voulaient une suite. Donc voilà, ça a permis de documenter le truc. Donc voilà, je m'en défends pas, je l'ai vendu, tout va bien. Ça a duré combien de temps ça? Parce que ça a dû passer du temps à cette époque. Je sais pas, mais les dates sont dessus en fait. Il suffit de reprendre.
Je suis très mauvais avec les dates. 3 ans, 87, 88, 89. Ouais, parce que moi j'ai. En fait, le livre d'or montre que, commence en 84-5, je sais plus, et se termine en 92, 7 ans après. Mais la partie piratage, je peut-être 3 ans dans ces eaux-là. Ouais. Toutes les dates sont dessus. Il faudrait regarder. Mais ouais. Et en plus, il y avait des disquettes très simples à copier, tout va bien. Il y en avait d'autres où, voilà, moi je les ai tous ou presque. Oui, je confirme. Tu confirmes, ouais, il les a vus, ouais, un homme les a vus. Vous savez qu'on va pas le prêter. Si, on veut bien te les prêter sans problème. Non, je déconne. Faut juste un masque de spéléo parce qu'elles sont dans la cave de mon frère. Sans mon frère, j'aurais pas tout gardé. Mon frère, merci, je lui dois d'avoir tout gardé. Et donc, si vous avez un masque de spéléo, je vous invite à retrouver quelque part dans la cave toutes les disquettes, mais il les avait sortis une fois. Je confirme, parce que j'ai en photo l'Apple IIc avec la robe modifiée de Ghostfacer, et j'ai également pris en photo Polo, qui est le jeu de Laurent Rueil et Doricette, qui s'est vendu à environ un exemplaire, craqué par l'acolyte, parce que de toute façon la protection était tellement chiante qu'avec l'acolyte qui pouvait le développer, et qui s'est plein d'articles qui a détruit le jeu, Tilt, mes souvenirs sont bons. Mais je voudrais revenir à la question de Luc qui est parti sur les protections françaises. Sur la centaine d'éditeurs en France, environ 1000 logiciels sont sortis en France, c'est le deuxième marché par rapport à Apple US. Et il y a quand même très peu, il y a quasiment il n'y a pas de protection industrielle utilisant les processus d'HLS ou autres systèmes. Et ça rejoint ce que tu disais, ce sont les programmeurs qui faisaient les protections. Je citais ce matin l'exemple de Richard Miller qui a écrit Procode et qui avait fait les logiciels et les systèmes de duplication pour version soft. Chez SEAL, c'était pareil. Chez Infogrames, les 3 softs qui avaient été écrits par Emile Nguyen, celui qui a fait la protection, c'est Softman, l'un des meilleurs pirates des années 80 de la Apple II. Donc ça c'est sorti quand ton bouquin Cette année. Ouais. Alors en fait, ça c'est un bouquin... Si on avait eu ça, qui était le déplombage mode d'emploi hyper technique, mais c'est sorti cette année. Quoi. Alors c'est sorti cette année. Il y avait une valeur à documenter le truc un peu. Non, ça a été écrit en 84-85 et c'est édité, ça a été distribué à compte d'auteur, on peut dire, à cette époque-là. Et ce qui est très amusant, c'est, je peux, si je me permets, j'ai fait le sujet ici, peut-être pas pour tout le monde. Donc il y a Bruce Jones qui était un grand, spécialiste de la disquette Apple II, et il y a également Lane Roth qui est l'un des fondateurs d'ID Software et Ideas from the Deep, le ID de ID Software, donc les Wolf et les autres trucs, Castle Machin, là je sais comment ça s'appelle, c'est Ideas from the Deep, et tous ces mecs-là qui ont fondé Softdisk & Co proviennent de l'Apple II. Donc ça date de 84-85, édité à compte d'auteur à 25 exemplaires ou un petit peu plus, mais avec Lane, et réimprimé, réédité en couverture souple ou dure par Call Apple récemment. C'est un bouquin qui a même pas un mois, que je vous invite à lire, parce que bon, il faut un haut niveau de connaissance du disque 2, mais également du 6502, et ça correspond en fait à ce que faisait Godfather à l'époque dans ses cours de déplombage ou les déplombages mode d'emploi. C'est exactement la même chose mais en anglais. Donc là, Jean-Philippe a fait la version française, c'était le premier, et c'était quand même assez balèze et très intéressant. Et donc moi-même je lui ferai un chèque pour les 28 exemplaires que je n'ai pas achetés. Par contre, ce qui est marrant, c'est que personne ne me demandait, une fois que les gens recevaient le cours, personne ne me demandait, me contacter en fait pour me dire et ça, aide-moi, comment tu fais, etc. Il n'y avait pas ce côté, il n'y avait pas des lieux. Là, vous êtes en train de créer un lieu ici de rencontre où certaines personnes disaient chez moi, j'avais dans mon grenier des cartes et des machins et j'étais pas assez motivé tout seul pour le faire. Et en venant à l'Apple II Festival, je suis entouré de l'énergie nécessaire pour le faire. Mais il nous manquait ça, il nous manquait ces lieux de rencontres, de coworking, de partage de trucs, il n'y avait pas eu ça, mais dommage. Voilà. Je regarde juste s'il y avait d'autres choses. Ouais. J'avais pris des notes sur des trucs à vous dire, alors je vérifie aussi que je suis bien. Ouais, vas-y. Tu cherchais à préserver un anonymat ? Non, en fait,
Encore une fois, on n'avait pas peur de la protection des programmes. J'avais plus peur de ma facture Minitel. J'avais plus peur de ma facture Minitel et de l'engueulade de mes parents quand elle dépassait une certaine somme que de la protection. Mais par principe, oui, on protégeait je ne m'appelle pas Bernard. Ma mère s'appelait Bernard, son nom de jeune fille. Si je m'appelais Bernard, il y a 180 000 Bernard en France. Je m'appelle Cunier, CU2LIET, il y en a 6, c'est ma famille en France. Donc, si mon nom avait été diffusé, oui, on me trouvait tout de suite, il y avait zéro question là-dessus. Mais ouais, on ne cherchait pas à protéger notre nom. Mais il y avait cette ambiance de pseudo. Tout le monde avait un pseudo. Voilà. Et à propos de Minitel, les factures, etc., c'est à pirater côté Minitel, non. Parce que, en fait, tu as vu tout à l'heure le message qui dit je vous amène 80 logiciels. Ouais. Donc, on était juste inondés, mon frère, moi et puis les copains, inondés de disquettes à pirater. Donc, et puis quand il y avait un nouveau truc, on voulait s'y mettre pleinement. Voilà. Donc, et puis on a nos études, a priori, il paraît. J'ai entendu, j'en ai pas parlé avec Olivier Gogol tout à l'heure, mais je l'ai entendu dire dans son garage, il faut que j'arrête l'école, faut que j'arrête. Il m'a vraiment dit ça comme un truc, quand il faisait Flobinoïde, c'était faut que j'arrête d'apprendre. J'apprends rien à l'école, il faut que j'apprenne tout seul. Donc on est assez. Ouais. Tu viens d'évoquer ton frère, c'était un travail d'équipe, tu faisais ça tout seul, tes parents étaient au courant, tu faisais ça, tu faisais un business avec les. Alors, non, mais le business est vraiment venu, oui, ils ont. Le business c'était un petit truc, pardon, mais. Oui, non, mais si on parle de fric, c'est peut-être une somme. C'est une somme importante, 40 000 francs, c'est une somme. Si c'est ça vraiment le chiffre, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas ça. Je piratais pour pirater. Tes parents s'inquiétaient pas pour ça Mes parents s'inquiétaient quand ils entendaient oui, mais pourquoi tu as des émissions de radio, il y a le médecin qui vient, voilà. Et puis dans la presse, on commençait à parler de piratage, tu veux donc. Mais je les informais pas en disant maman, c'est grave, ton fils va peut-être. Enfin voilà, non, ils n'avaient pas follement peur. Ils disaient juste, on a été élevés de manière honnête, ils voulaient qu'on fasse un truc honnête et que ça se passe correctement. Et ton frangin t'aidait un peu ? Ouais, alors ce que je disais la dernière fois, mais je le dis en face de mon frère, il écoutera la vidéo avec plaisir. Il n'a pas pu venir cette fois-ci, mais mon frère a fait une école d'ingénieur en informatique qui s'appelle Lessier, et on lui a offert à lui pour Noël un Casio FX702P, l'ordinateur de poche où il a appris à programmer. Et parce que ma mère nous comparait beaucoup, il ne faut pas faire ça si vous avez des enfants, ma mère nous comparait beaucoup, ma mère m'a offert aussi un Casio FX702P pour pas qu'on soit jaloux et qu'on ait la même chose, et que ce qui était bien. Enfin, j'avais 3 ans de moins que lui, mais pourquoi pas. Et parce que ma mère nous comparait, je me suis mis à programmer sur Casio FX702P, avoir 6 ou un Frogger, un Pac-Man, un je sais plus quoi, avoir 6 ou 7 jeux qui sont publiés sous mon nom, Jean-Philippe Cunier, dans Hebdo-Logiciel, qui sont publiés sous mon nom qu'on retrouve sur le net. Et ça, c'était parce qu'il y avait cette compétition avec mon frère, et le faire avant mon frère, c'était plutôt bien. Donc ensuite, il y a eu l'Apple, qui était pour que mon frère fasse ses études en informatique, il faut un ordinateur, IBM ou Apple. Ah, heureusement, c'est tombé sur Apple IIc, et au départ, il était dans la chambre de mon frère. Et puis, voilà, je m'y suis mis, et j'étais juste un petit mec de 3 ans de moins que mon frère, avec un écosystème, avec des parents qui nous comparaient. Donc moi, j'essayais de tracer ma route, et voilà, c'était une compétition entre frangins, quoi. Et lui, il déplombait aussi Il déplombait, mais c'était... je lui montre... Enfin, on bossait un peu ensemble. Ouais, voilà, on était ensemble sur certains trucs, mais voilà, c'était... Donc tu étais meilleur que lui. Mais je t'aime aussi, en fait. Non, mais voilà, mais c'est tout, c'est une mauvaise chose. On était dans un écosystème parental qui nous comparait, et c'était pas super. Voilà, ça amène à ce genre de dérive où chaque frère veut être meilleur que l'autre frère, et donc on choisissait des domaines pour être meilleur que l'autre.
Il se trouve que moi j'avais un peu envahi le côté informatique de mon frère, alors que c'est lui qui faisait une école d'informatique, quoi. Voilà, c'était comme ça, mais c'est la vie du truc. Mais non, il m'a aidé sur plein de trucs, et on a, voilà. Puis c'est toujours un travail collectif, et voilà. Et toi, t'as fait quoi? T'as pas fait d'école d'informatique, toi? Alors actuellement, je suis... non, je n'ai pas fait d'école d'informatique, non, du tout. J'ai vraiment été autodidacte, en fait. C'était ma curiosité d'apprendre et qui fait que je me suis intéressé à ça, tout comme moi j'ai fait une école de commerce aux États-Unis et en France, et j'ai monté une boîte de pins au moment de la mode des pins. J'ai monté 3 boîtes dans ma vie. Actuellement je suis formateur en big data et en data science. Voilà, et le big data et la data science, je m'y suis intéressé en allant à des meet-up et à des conférences, et en regardant des vidéos sur YouTube et en parlant des mecs. Donc je me suis toujours formé moi-même sur plein de trucs, et le truc c'est de réinventer. J'ai toujours, en fait, mais même dans le boulot, parce que même dans le boulot, j'étais commercial, directeur commercial en B2B dans une boîte. J'ai été dans les pins, j'étais directeur commercial moitié de l'Europe dans le groupe financier Dow Jones. J'ai travaillé à Londres 3 ans, j'ai travaillé à Bruxelles 3 ans, j'ai managé X personnes sur 8 pays d'Europe. Enfin bon. Mais à chaque fois, je quittais la finance, j'ai quitté le PINS pour aller dans l'objet promotionnel pour aller dans la finance. J'ai quitté la finance pour aller pour faire les gadgets de Pif Gadget, les pois sauteurs du Mexique, c'est moi qui les ai ramenés. La 2e édition, c'est moi qui les ai ramenés. Je suis allé en Chine faire des jouets, je suis allé au Vietnam faire des figurines en plastique. Je suis revenu en France faire du big data, enfin voilà, tu vois. Mais c'est juste que, et à chaque fois on me disait, mais t'es con, si tu restais toute ta vie dans la même filière, tu gagnerais plus à chaque fois. Et je dis non, je m'en fous, je veux apprendre un nouveau truc. Donc c'était vraiment ce côté découvrir un nouveau domaine, quoi. Comment pas? C'était comment chez Pif Gadget? Rouge? Ah, j'étais. En fait, on a fait entre deux, c'était rouge, ouais. C'était carrément rouge. Entre 2004 et 2000. Alors, c'était la 2e édition de Pif Gadget, entre 2004 et 2008. C'est le nouveau Pif et son gadget, voilà. Et en fait, il voulait embaucher un copain à moi qui est un des grands collectionneurs de Pif. C'est le seul qui a 2 collections complètes de Pif qui n'ont pas été ouvertes. Pour donner une idée, Philippe Gommet, et il voulait embaucher Philippe Gommet comme Monsieur Gadget. Et Philippe m'a dit, Jean-Philippe, moi j'y connais rien dans les gadgets, alors que toi tu as travaillé dans les pins et dans les jouets, avec la Chine et tout ça, tu sais comment on fabrique, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on a dit à Pif, une boîte communiste, hein, c'est l'humanité, on a dit à Pif, on va monter une boîte et on va vous aider au service gadget. Donc on va vous livrer, vous nous payez tous les mois une somme fixe et hop, on vous livre vos gadgets. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu un contrat d'exclusivité pour faire tous leurs gadgets. On était avec eux quand ça allait bien, mais on était aussi avec eux quand ça allait moins bien. J'ai eu l'occasion d'aller en Chine, Taïwan, partout, et puis d'aller au Mexique voir les dealers de drogue qui récoltaient de la marijuana 6 mois de l'année, et puis des piments rouges 6 mois de l'année, et des pois sauteurs 1 mois de l'année. Voilà, donc c'était assez sympa, quoi. C'était assez sympa. Avec 30 000 $ en liquide sous mon matelas dans une petite ville au Mexique, à payer en liquide les paysans quand ils m'amenaient 1 litre de pois sauteur dans une petite glace. C'était marrant, mais c'est ce qui m'amuse. C'est ça qui m'amuse, c'est mon auteur. Ouais. Juste curiosité, en Chine, tu as l'occasion de travailler au projet Laurent Chenal? Non, parce que je suis vraiment allé en Chine avec la mode du pin, je suis allé à Taïwan, et ensuite en travaillant dans l'objet promotionnel, j'avais comme client Danone, Kellogg's, Belin, Lu, Schweppes, Pontex, Bazen, Tupperware. Donc à part Tupperware, Belin, Lu, Schweppes, enfin Belin, Lu par exemple, c'est tous les mecs, c'est les marques qui mettaient des petits gadgets sur les paquets de biscuits. Donc il fallait faire, je sais pas, 1 330 000 gommes à effacer, Tintin et Milou, et j'allais vomir sur les routes chinoises qui étaient chaotiques avec un traducteur. Le traducteur vomissait, et moi je ne vomissais pas, mais ça allait. Mais bon, pour aller dans une usine perdue autorisée par le gouvernement à fabriquer des trucs, ou voir des trucs de travail d'enfants, et à dire à Danone, désolé, on ne va pas travailler avec eux parce qu'on pense qu'il faut travailler avec des enfants. Enfin, des choses, moi c'est ça qui m'excite.
Donc changer de domaine, réinventer plein de trucs. Voilà, donc Big Data en ce moment, et puis la prochaine fois, je sais pas, on verra. Mais ouais, c'est super marrant, d'aller découvrir des trucs. Mais plein de fois, j'ai abandonné des domaines où j'étais bon pour aller sur autre chose. J'ai abandonné l'Apple II, l'Apple IIc, pour ne pas passer à l'Apple IIgs. J'aurais pu, c'est pas compliqué, mais j'ai voulu faire autre chose. Avec mon grand âge. Et maintenant, je suis vachement content de ça, en fait. De me dire, j'ai une vie marrante à faire plein de trucs différents, rigolos. C'est comme les femmes, je change tous les 7 ans. On est depuis combien de temps ensemble, Marie 6 et demi. Tout va bien? À l'année prochaine, on se verra ici. Voilà. Mais le moteur pour être déplambeur, c'était la curiosité. Il fallait être curieux du truc. Challenge. Tout. Donc, non, moi aussi je vous aime. Surtout merci quoi, parce que c'est génial 30 ans après de revenir et puis de voir. Je répète, on voyait personne quoi. On voyait 20 mecs. On voyait personne. Donc c'est sympa quoi. C'est nostalgie et tout. Si vous pouvez faire Dieu, j'en bafouille. Si vous arrivez à faire perdurer ce qui a été créé par tout le monde, c'est génial. Puis le Minitel, le musée du Minitel, il faut un musée du Minitel, quoi. C'est juste un scandale qu'il n'y en ait pas encore. Donc, merci en tout cas. Merci. Merci Jean-Philippe.